Nouvel attentat anti-israélien à Paris. Il visait un diplomate, 5 blessés graves et une quarantaine plus légèrement. Élection anticipée en Allemagne, Helmut Schmidt ira seul à la bataille sans les libéraux. L'armée israélienne reste à Beyrouth-Ouest après Washington. Paris lui demande de quitter immédiatement la ville. Enfin, la nomination des PDG de l'audiovisuel, 3 nouveaux à Radio France, à TF1 et à FR3. Rien ne change à Antenne 2 et à la SFP. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les terroristes ont encore frappé cet après-midi dans Paris. 5 personnes ont été gravement blessées, 43 autres plus légèrement, dans un attentat anti-israélien. Première hypothèse, c'est une voiture de la mission d'achat israélienne qui a explosé dans le 17e arrondissement devant les portes du lycée Carnot. Deuxième hypothèse, ce serait un cyclomoteur piégé qui était à côté de cette voiture. En tout cas, attentat criminel qui a touché cette fois des enfants et des adolescents, et ce, à la veille du jour de l'an juif. À 15h25, une 504 du corps diplomatique israélien garée au 68 de la rue Cardinet, face au lycée Carnot, explose. La déflagration est d'une telle violence que la terre tremble dans un rayon de 100 mètres. Les salles de classe du lycée Carnot, pleines d'enfants à cette heure de la journée, voient leurs vitres voler en éclats. Derrière leur table d'écoliers, 44 enfants sont blessés par les éclats de verre. Il y avait 3 personnes à bord de ce véhicule qui appartient au service commercial de l'ambassade. Elles furent dégagées après 40 minutes d'efforts. Zoltan Mandel, diplomate de l'ambassade d'Israël, son épouse Véronica et leur chauffeur l'occupaient, tous s'apprêtaient à fêter le nouvel an juif. Oui, je passais peut-être 3-4 secondes avant que ne survienne l'explosion. J'étais au bout de la rue. Et je suis arrivé le premier pour sortir le conducteur de la voiture de sa voiture. Il m'a simplement dit, avant d'être transporté à l'hôpital, que c'est au moment où il a mis le contact de sa voiture que la voiture a explosé. Mais il se peut aussi que la mobilette qui se trouvait à peu près contre la voiture et qui a fait un bond d'une vingtaine de mètres entièrement calcinée ait été elle aussi piégée. 2 enfants de 15 et 12 ans seraient également gravement blessés. Ils étaient dans la rue au moment de l'explosion. Quant à leurs camarades, nombreux sont ceux qui ont été contusionnés par les éclats de verre. Certains ont même été soignés par une fleuriste tout près du lycée. J'ai tous les gosses du lycée Carnot qui sont venus se faire soigner ici, donc c'est pour ça que je suis bon. Il y avait beaucoup d'enfants qui ont été blessés comme ça? Exactement, pas superficiel, mais beaucoup. Rue Cardinet, alors que les premiers blessés étaient emmenés, c'était l'émotion, mais aussi déjà la colère et surtout l'indignation. Je considère que c'est un crime contre l'humanité d'avoir mis une bombe à côté d'une école, un véritable crime. Qu'une demi-heure plus tard, il y aurait pu y avoir 100 de nos gosses déchiquetés par l'explosion. De nombreuses personnalités se sont très vite rendues sur les lieux. Alain Savary, le ministre de l'Éducation, mais aussi le secrétaire général du RPR, M. Ponce, en compagnie de Jacques Chirac. On a aussi vu M. Jospin, secrétaire général du PS, venu pour témoigner de l'émotion des socialistes, Monseigneur Lustiger, archevêque de Paris, qui avait fait la confirmation des élèves quelques mois auparavant. Comme le grand rabbin de France, M. René Samuel Sirat, l'avait déclaré il y a quelque temps à la rue de la Victoire après cet horrible attentat de la rue des Rosiers, il faut que tous les juifs de France ainsi que toute la communauté juive se méfient, fassent attention. D'un moment à l'autre, on savait qu'il allait se passer quelque chose, mais quoi Le commissaire Broussard ainsi que M. Franceschi sont également venus sur les lieux de l'attentat. Le secrétaire d'État à la sécurité publique a réaffirmé sa volonté de prendre des mesures pour augmenter la surveillance antiterroriste. Une information judiciaire contre X a été ouverte à la suite de cet attentat. C'est le 20e depuis le début de l'été dans Paris et sa proche banlieue. Oui, aussitôt, l'ambassadeur d'Israël en France, Meir Rosen, était reçu par Pierre Mauroy à l'hôtel Matignon, qui lui a exprimé son indignation et sa participation à la douleur de la communauté juive. Meir Rosen a parlé pour sa part de provocation de la part des terroristes à la veille, je vous l'ai dit, du nouvel an juif, le Rosh Hashanah.
Il est impossible de citer toutes les protestations qui sont succédées sur les téléscripteurs de l'extrême gauche au Front National. Toutes sont unanimes pour condamner le terrorisme et dans l'opposition, bien sûr, on appréhende différemment les responsabilités des uns et des autres. Déjà, fin mars, la mission d'achat du boulevard Malesherbes avait fait l'objet d'un attentat attribué à l'époque à des membres d'Action Directe. Et précisément, aujourd'hui, 2 militants de ce groupe d'extrême gauche dissous ont été arrêtés. C'était avant l'attentat de la rue Cardinet. Les policiers ont saisi, au cours de l'opération, 15 kilos d'explosifs. Enfin, une voiture suspecte a été découverte tout à l'heure en stationnement près du Palais de l'Élysée. Il s'agit d'une voiture de sport qui appartiendrait à un Saoudien sans adresse répertoriée. Les services de déminage sont sur place, me disent nos reporters. La rue de l'Élysée a été interdite à la circulation. Peut-être des nouvelles dans le courant de ce journal. En tout cas, voilà donc pour ce 20e attentat à Paris depuis le 20 juillet. Deuxième titre de l'actualité ce soir, la crise ouverte en Allemagne avec la décision du chancelier Schmitt de provoquer des élections anticipées. Il souhaite une date rapide, fin novembre ou début décembre, et se déclare prêt à diriger un gouvernement minoritaire, c'est-à-dire sans les libéraux qui, depuis quelques mois, il faut le dire, multipliaient les escarmouches à l'intérieur du cabinet de coalition. Michel Meyer à Bonn. Dernier mot du dernier discours de combat de Helmut Schmitt. En regagnant son banc gouvernemental, il n'est en effet plus qu'un chancelier minoritaire et donc en sursis. C'est en lutteur qu'il a cependant quitté un pouvoir qu'il n'exerce plus que de façon formelle. J'entends tomber debout, avait-il dit à ses proches, et me raser à l'avenir sans rougir de honte. Cet homme blessé malgré les apparences, le symbole d'un divorce après quelques 13 années de coalition socialo-libérale. Dès 9h ce matin, Helmut Schmitt avait confirmé la fin de son gouvernement à des parlementaires sociodémocrates qui, dixit Willy Brandt, ne supportaient plus les manœuvres des libéraux qu'ils accusaient de démontage social et de réganisme économique. Quelques minutes plus tard, le chef du parti libéral, Hans-Dietrich Genscher, annonçait la démission des 4 ministres libéraux de l'équipe gouvernementale. En présence de son ex-ministre des Affaires étrangères et vice-chancelier qui avait regagné son siège de député dans l'hémicycle, il ne restait alors plus à Helmut Schmitt qu'à abattre son jeu. Pour le chancelier, seules de nouvelles élections générales peuvent mettre fin dignement à la crise et rétablir la crédibilité de l'État envers l'opinion allemande et internationale. Au passage, Helmut Schmitt dénonça les finasseries des libéraux avec lesquels rien n'allait plus, surtout lorsqu'il s'agissait d'évoquer un plan anti-chômage rédigé la semaine dernière par le libéral Graf Lambsdorff. Helmut Schmitt a donc pris l'initiative d'interrompre la longue agonie de son gouvernement. Ce faisant, il attribue la responsabilité du régicide aux libéraux, désormais contraints d'afficher publiquement leur liaison avec les chrétiens démocrates. Le leader chrétien-démocrate et futur chancelier Helmut Kohl n'est pourtant pas tout à fait sûr de ses futures troupes parlementaires, autant chrétien-démocrate que libérales. Dans son intervention, Helmut Kohl, qui d'ici quelques semaines a toutes les chances d'être au pouvoir, a refusé de nouvelles élections. Son intention est de renverser Helmut Schmitt au profit d'un gouvernement de coalition chrétien-libéral. Kohl craint en effet des élections anticipées, moins pour son propre parti, que les sondages donnent d'ailleurs victorieux, qu'en raison du risque de disparition électorale de ses nouveaux amis libéraux. Cette journée, ce 17 septembre, a donc été celle de la clarification, sinon de la clarté, en ce qui concerne l'avenir immédiat de la politique allemande. En effet, on ne sait pas exactement si dans les prochains jours, les prochaines semaines, il y aura véritablement la question de confiance de Helmut Schmitt envers le Bundestag. On ne sait pas si la place sera faite pour de nouvelles élections. On ne sait pas non plus si Helmut Kohl et Genscher, le libéral et le chrétien-démocrate, réussiront à trouver une majorité parmi leurs troupes, leurs propres troupes, pour renverser Helmut Schmitt et prendre le pouvoir, former un nouveau gouvernement. En tout état de cause, c'est vraiment la fin de Helmut Schmitt, la fin du locataire de cette chancellerie où il est resté quelques 8 années. Après Washington, Paris vient à son tour de demander le retrait immédiat de l'armée israélienne de Beyrouth-Ouest. Claude Chesson a été très ferme il y a un peu plus d'une heure. La France, dit-il, juge indispensable le retour immédiat de l'armée israélienne aux positions qu'elle occupait le 14 septembre, sous-entendu avant la mort du président Gemayel, afin que soit engagée aussitôt la négociation sur les conditions d'évacuation de toutes les forces armées étrangères du Liban. Fin de citation.
Mais pour le moment, Jérusalem ne semble pas pressée d'obtempérer. Au contraire, l'armée israélienne s'est lancée dans de vastes opérations de perquisition et parfois d'arrestation dans Beyrouth-Ouest, y compris devant le quartier général du mouvement Morabitoun, farouchement opposé à Israël et allié traditionnel des Palestiniens. Philippe Rochaud et Jacques Douai y étaient il y a quelques heures encore. La dernière poche de résistance que rencontrent les forces israéliennes dans leur marche sur Beyrouth-Ouest se trouve ici. Nous sommes dans le secteur de l'hôpital Barbir. C'est là que se situe en effet la radio des Morabitoun, la gauche libanaise, ainsi que leur quartier général. Il reste encore un dernier carré de quelques 200 combattants à l'intérieur de ce quartier. Les forces israéliennes ont déjà avancé de 500 mètres dans la matinée. Progressivement, elles avancent et vont faire la jonction avec les troupes israéliennes qui se trouvent de l'autre côté, en bordure de la corniche du bord de mer. Elles vont ainsi contrôler dans la soirée la majorité de la ville de Beyrouth. Et on pourra dire que dès ce soir, les Israéliens auront en main toutes les rues de la capitale libanaise. Et pourtant, ils en auront payé le prix. 3 morts, 70 blessés et 3 disparus en 48 heures, selon les chiffres officiels. Mais les derniers combats ont eu lieu rue par rue. Cette fois, dans cette bataille de Beyrouth-Ouest, l'aviation n'est pas intervenue et avec un renfort qui aurait été de 150 blindés, les Israéliens sont parvenus à se rendre maîtres du terrain. Mais il faut dire aussi que sans l'appui militaire des forces palestiniennes, les combattants de la gauche libanaise ne pouvaient pas résister longtemps. Ainsi, en 5 heures de combat, les Israéliens parvenaient à encercler ce pâté d'immeubles où se trouve également l'ambassade soviétique, mais la radio israélienne a démenti que Tsahal ait pénétré dans les locaux. En début d'après-midi, les forces de la gauche libanaise, ici, sur la corniche Mazra, se rendaient à l'armée israélienne qui perquisitionnait alors dans les immeubles pour rechercher les armes. À leur filet, il ne reste plus que quelques poches de résistance, mais le couvre-feu a été ordonné à Beyrouth-Ouest. Pourtant, dans le reste de la ville, le calme régnait ce soir et l'armée israélienne passait sans être inquiétée devant l'un des signes du parti des Nassériens indépendants, ces hommes qui avaient juré de résister jusqu'au bout à l'avance des troupes israéliennes. Mais l'entrée de Tsahal dans une capitale arabe laisse planer plus d'une incertitude, même si l'armée israélienne a promis de laisser la place à l'armée libanaise dans les rues de Beyrouth-Ouest. Depuis hier soir, déjà un candidat à la présidence de la République libanaise, c'est le propre frère de Béchir Gemayel, tué mardi dans un assassinat, dans l'explosion du quartier des phalangistes. C'est donc Amin Gemayel qui souhaite perpétuer la tradition d'une famille, d'un clan, un clan très uni, comme en témoigne ce reportage réalisé par Gérard Sebag il y a quelques années. Pierre Gemayel, 77 ans, chef du clan, fondateur des phalanges, père de Béchir et d'Amin. C'est la montagne libanaise. Je suis sûr que c'est une des plus belles régions au monde. Ça, c'est ma grand-mère. Et ça, c'est mon grand-père. Ce n'est pas eux qui ont construit cette maison, c'est une maison qui a 435 ans. Ça a été une des premières maisons construites à Bikfaya. C'est-à-dire que votre famille est une vieille famille libanaise? Et oui, c'est une des plus vieilles familles libanaises. Nous sommes nés ici, cette terre-là est sacrée pour nous. Cet attachement au Liban, aux valeurs d'une certaine société chrétienne implantée dans le monde arabe,
Pierre Gemayel entendait les perpétuer à travers ses fils dont il tenait à s'entourer. Vous avez beaucoup l'esprit de famille dans la famille Gemayel? Beaucoup. Nous sommes encore très conservateurs dans ce sens. Mais la famille est une chose et le parti est autre chose. Est-ce que cela ne vous gêne pas que vos enfants soient pratiquement vos collaborateurs les plus proches? C'est-à-dire que dans ma vie politique, mes enfants ne sont pas mes enfants. Ce sont des partisans, des phalangistes. Et je les traite comme tels. Amin Gemayel, le jour de l'élection de Béchir, recevant les félicitations des députés. Aîné des fils, 40 ans, il s'était pourtant effacé devant la forte personnalité de son frère. Plus modéré, homme de compromis, Amin a conservé des relations avec toutes les parties libanaises. Le 23 août dernier, la famille, par la voix d'Amin, avait indiqué le programme politique qu'elle entendait suivre. S'il vous plaît, quel va être le programme, à votre avis, après cette élection? Tout d'abord, la réconciliation nationale. C'est-à-dire? La réconciliation entre toutes les communautés et tous les leaders. Et quelle importance donnez-vous à cette élection, alors? C'est le point de départ pour un nouveau Liban. Pour Pierre Gemayel, le chef du clan, aux côtés de son fils Amin, la succession aura maintenant un goût amer. La politique française, maintenant, avec les suites de l'intervention de Valéry Giscard d'Estaing, hier, dans l'heure de vérité, une rentrée qui n'est pas passée inaperçue. Ces déclarations sont abondamment commentées ce soir encore dans la presse et dans les milieux politiques. En première ligne, pour les socialistes et pour le gouvernement, Pierre Mauroy, qui répond à l'accusation sur la baisse du pouvoir d'achat en France. Balayer l'argument complaisamment répété selon lequel nous aurions décidé d'amputer le pouvoir d'achat des Français. M. Giscard d'Estaing l'a encore utilisé hier soir à la télévision. Or, les agriculteurs, par exemple, peuvent témoigner de la dégradation de leur pouvoir d'achat durant le précédent septennat. Non seulement M. Giscard d'Estaing devrait être plus prudent, mais surtout il devrait vérifier ses affirmations. Jamais nous n'avons programmé une baisse de pouvoir d'achat. Dès son entrée en fonction en mai 81, le gouvernement a arrêté au contraire un ensemble de décisions destinées à assurer une relance mesurée de l'économie française après 4 trimestres de récession. Cette relance était fondée sur un accroissement du revenu disponible, visant particulièrement, au travers de la revalorisation du SMIC et des prestations sociales, les catégories les plus modestes. L'objectif de relance se conciliait avec l'impératif de justice sociale et avec l'exigence de maîtrise des équilibres économiques. Cet impératif et cette exigence demeurent bien évidemment les nôtres. C'est trop facile de dire que le socialisme, ça ne marche pas, alors que chacun sait bien que lorsque la gauche parvient au pouvoir, c'est parce que la droite a fait faillite, c'est parce que le système est en crise. Eh bien, nous relevons le défi. Et le Premier ministre d'en profiter pour dénoncer ce qu'il a appelé l'étrange balle des revenants. Tonalité très semblable dans les propos du communiste Charles Fitterman. C'est une voix du passé que nous avons entendue hier soir, dit le ministre des Transports. Un homme du passé, un homme dépassé, ajoute en écho Pierre Jox, le président du groupe socialiste à l'Assemblée. En revanche, cette prestation de l'ancien président de la République a galvanisé l'UDF qui réunissait aujourd'hui ses parlementaires à Salon de Provence. Ambiance euphorique, disent certains, décrispation au moins, disent les autres. Nous rejoignons Jean-Louis Le Seine et Daniel Brem sur place. Soudain, les convulsions qui ont agité pendant l'été les formations qui composent l'UDF, soudain, ces convulsions sont passées sous silence. À cela, 3 raisons. Giscard, hier soir, a enthousiasmé de la même façon tout le monde, sans exception, et aujourd'hui, on ne lui reconnaît ici que des qualités. En second lieu, le meeting de ce soir réunit de fait des personnalités aussi différentes que Jean Le Canuet, Raymond Barre et Simone Veil. Des courants sont donc respectés. Enfin, troisièmement, la présence de Jean-Claude Gaudin à la tribune, véritable ciment du groupe UDF à l'Assemblée, qui a su éviter au Parlement de connaître les mêmes soubresauts qu'au parti. Bref, c'est ici une rencontre de cohésion contre la gauche. L'opinion publique a soudainement pris conscience de l'ampleur de l'échec. Elle a compris quels sont les mots-clés de la politique socialiste. Impréparation,
incohérence, incompétence, irresponsabilité et intolérance. On aurait pu croire qu'en 20 ans d'opposition, les socialistes avaient eu le temps de beaucoup réfléchir et de mettre au point des projets cohérents. Eh bien non. Il est clair aujourd'hui que 20 ans ne leur ont pas suffi pour se préparer à gouverner la France. Il faut qu'ils retournent dans l'opposition et le plus vite possible. Le discours le plus attendu est celui, bien sûr, de Simone Veil. On ne l'avait plus entendu dans un meeting UDF depuis les élections européennes de 1979. Dans un discours de 25 pages, elle se montre très sévère pour le pouvoir, mais également pour ses propres amis. Elle les secoue et les appelle sans attendre à préparer l'alternance. Enfin, en vedette américaine, Raymond Barre, plus économiste que jamais. Il s'est refusé à noter par courtoisie l'heure de vérité de son ancien président de la République. Il conseillera tout à l'heure, et à titre personnel, à l'opposition de ne pas se comporter en marchand d'illusions. Ce n'est pas le moment, dit-il, de chercher à plaire aux Français, car il faudra entreprendre une longue marche pour mettre la France debout. Un seul nuage ce soir pour Jean-Claude Gaudin, qui a donné en fanfare le coup d'envoi pour les municipales à Marseille. L'absence des représentants du RPR, qui pourtant avaient été invités depuis fort longtemps. Voilà, en tout cas, Paul Amar, une UDF très optimiste au lendemain d'une prestation qui, il est vrai, change assez les données du jeu politique. Dans une certaine mesure, c'est vrai que le jeu politique, comme vous dites, était faussé par le silence de Valéry Giscard d'Estaing. Il ne l'est plus, l'ancien président a parlé et a clairement laissé entendre que le monde politique devra désormais compter avec lui. Alors bien sûr, il n'est candidat à rien, il l'a dit et redit, mais tout de même, le ton de ses propos assez offensifs et le contenu de son intervention assez critique à l'égard du gouvernement n'ont laissé aucun doute hier soir. Il ne sera absolument pas un témoin de la vie politique française, mais bel et bien un acteur, sans tomber, je le cite, pour autant dans les querelles de personnes. Alors une volonté œcuménique à l'égard des autres personnalités de l'opposition qui auront tout de même retenu une petite phrase qui est passée inaperçue ce matin. L'opposition n'a pas aujourd'hui un message suffisant, a dit Valéry Giscard d'Estaing. Jacques Chirac, qui incarne depuis 16 mois dans une certaine mesure cette opposition, n'a pas réagi, mais l'un de ses plus proches conseillers, Alain Juppé, n'a pas manqué de préciser ce matin sur Europe 1 que l'opposition avait un plan, avec des priorités claires, et d'ajouter le chemin pour les Français, ce n'est ni le socialisme, ni la restauration, mais le renouveau. L'allusion est claire. Alors on peut quand même considérer que la majorité pourrait se réjouir de cette rivalité toujours tenace au sein de l'opposition. Elle pourrait le faire, mais elle sait que la rivalité entre deux partis d'opposition, je dis bien d'opposition, n'est pas forcément un handicap, et elle le sait bien l'année dernière, avant le 10 mai, la gauche était divisée, elle a pourtant gagné. Sans doute la raison pour laquelle Pierre Mauroy a réagi aujourd'hui, on l'a entendu tout à l'heure, avec beaucoup de vigueur, en répondant non seulement à Valéry Giscard d'Estaing, mais aussi à Jacques Chirac et à Raymond Barre. Le Premier ministre a sans doute voulu s'adresser à cette catégorie d'électeurs qui a voté pour François Mitterrand le 10 mai 81, et qui se pose aujourd'hui les questions, tous les sondages le montrent. Ces électeurs joueront un rôle important en mars prochain, lors des prochaines municipales, et c'est tout l'enjeu du débat politique cette année. Voilà, vous le disiez, Jacques Chirac n'a pas commenté les propos de l'ancien chef de l'État, mais il s'en est pris aujourd'hui au gouvernement, dont il a dénoncé, je cite, l'attitude désinvolte dans l'élaboration du statut de Paris. Il réunira son conseil municipal dès que le projet sera connu. Enfin, un mot encore sur la politique pour vous dire que Michel Rocard a réaffirmé aujourd'hui à Castres sa solidarité avec le gouvernement, avec lequel, a-t-il dit, je n'ai aucun différend. La radio et la télévision, on connaît donc depuis ce matin les noms des principaux présidents de société, du nouveau à TF1 avec Michel May, à FR3 avec André Holot, à Radio France avec Jean-Noël Jeannet, rien de changé en revanche à la SFP avec Bertrand Labrutz, et à Antenne 2, toujours Pierre Desgroupes. Philippe Arroir. Choix le plus original, celui d'un universitaire de 40 ans, Jean-Noël Jeannet, à la tête de Radio France. Fils de l'ancien ministre du général de Gaulle, cet agrégé d'histoire, professeur à Sciences Po, est l'auteur de plusieurs documentaires télévisés. Le voici maintenant qui entre dans le monde de la radio. À TF1, c'est un gestionnaire, Michel May, 57 ans, qui remplace Jacques Boutet. Monsieur May était depuis 1 an directeur général de la fonction publique. Mais il n'ignore pas pour autant les problèmes audiovisuels, puisqu'il a été dans le passé chargé des problèmes économiques à l'ORTF. FR3 aura comme patron André Holot, 61 ans, également un gestionnaire, qui a été mis en vedette ces derniers mois en présidant la commission chargée de répartir les fréquences des radios libres. De la radio à la télévision,
il succède à Guy Thomas. À Antenne 2, Pierre Desgroupes se succède à lui-même, ce n'est pas une surprise. Pierre Desgroupes, 64 ans, est bien connu des téléspectateurs, puisque depuis 30 ans, il collabore à la télévision. Lecture pour tous, 5 colonnes à la une, les médicales. Il est PDG d'Antenne 2 depuis juillet 81. Enfin, à la SFP, Bertrand Labrusse est reconduit. Âgé de 51 ans, il va poursuivre sa tâche au sein de la Société française de production, où il occupe des responsabilités depuis 3 ans. État stationnaire pour l'ancien Premier ministre Pierre Messmer, qui a hier été victime, en compagnie du président du Conseil général de la Moselle, Julien Schwartz, d'un grave accident de voiture. Les deux hommes ont passé une bonne nuit, nous disent les médecins. Puisque nous parlons d'accident de voiture, sachez que selon les médecins qui ont dispensé leurs soins à la princesse Grèce, c'est bien elle qui conduisait la voiture. L'un de ces médecins, le professeur Duplay, avait hier soir fait état d'une attaque cérébrale avant l'accident. De très nombreuses personnalités arrivent depuis ce matin à Monaco pour assister aux obsèques, dont vous aurez un très large résumé dans Antenne 2 Midi demain. Plus de concorde entre Paris, Washington et Mexico, ainsi en a décidé Charles Fitterman. Seule sera désormais desservie la ligne Paris-New York. Et puis à l'autre bout de l'échelle des transports en commun, le métro avec un plan antifraude annoncé par la RATP. Il faut dire que pour la seule année 81, 400 000 infractions avaient été relevées et que les fraudeurs ont coûté à la régie environ 150 millions de francs. Michel Perrault. Pratique d'abord marginale, le saut de tourniquet est désormais devenu le sport favori d'un nombre croissant d'usagers. 400 000 infractions relevées en un an, le nombre de resquilleurs a atteint un tel niveau que la RATP vient de décider la mise en place d'un véritable plan de bataille destiné à lutter contre la fraude. Actuellement, on peut estimer qu'elle est de l'ordre de 5% de nos recettes. Il faut bien situer les ordres de grandeur, cela représente 10 trains par an. Vous vous rendez compte, on pourrait acheter 10 trains de plus, 40 escaliers mécaniques de plus, un petit prolongement de ligne. C'est important. Ce plan, qui doit s'étaler sur plusieurs années, prévoit notamment de doubler d'ici 1 an le nombre des contrôles dans les rames et dans les stations. Simultanément, l'installation progressive de nouvelles portes antifraude devrait supprimer la facilité et la tentation de resquiller, même si c'est parfois au prix de difficultés pour l'usager. Ces mesures sont enfin complétées par une campagne de publicité par voie d'affichage. Celle-ci semble d'ailleurs diversement appréciée par certains usagers qui n'y voient qu'une image répressive. Il est clair que dans cette lutte contre la fraude, il y a une part pour la répression des infractions qui sont commises. Et vous me posiez la question tout à l'heure de savoir quels étaient les types de fraudeurs. Le joueur doit bien calculer son risque, car s'il est pris, la peine peut être assez lourde. Très cher en effet. Il ne faut pas oublier qu'une tentative de fraude peut coûter jusqu'à 230, voire 1200 ou 3000 francs. Un mot encore pour vous dire que le dollar était à nouveau en baisse aujourd'hui, 7 francs 06, mais que le franc l'était aussi 2 jours après la décision du gouvernement de lancer un emprunt international. Et puis nous passons au sport, avec cette finale attendue demain au championnat national de tennis, Noah contre Lecomte. Gilles Causanet. De New York à Paris, de Flushing Meadows et son public bruyant à l'ambiance policée du Racing Club de France, il y a tout un monde. Là, Yannick Noah était éliminé en 8e de finale. Ici, il disputera la finale après sa victoire 6-7, 6-4, 6-3, 6-0 contre Thierry Tulane. Il rencontrera dimanche Henri Lecomte, qui a disposé de Jérôme Potier dans l'autre demi-finale et devrait donc s'attribuer un 4e titre consécutif de champion de France. On comprend donc Yannick Noah qui déclarait après son match « Après Flushing Meadows, j'ai l'impression de disputer un tournoi de plage où je n'ai rien à prouver ou à gagner. » Il ne disputera plus à l'avenir le national. Épreuve qui, il est vrai, apparaît pour cet tennisman comme une fastidieuse partie de campagne, à côté des fastes sonnants et trébuchants des tournois du Grand Prix ou du Grand Chelem. Voilà, on va voir tout de suite avec Philippe Dumès quel temps il va faire pour la finale du national et puis ailleurs, en France. Philippe. Eh bien, encore une très très belle journée demain, malgré une tendance vaguement orageuse qui est surtout située sur l'Atlantique. Mais regardons notre carte satellite pour comprendre d'où nous viennent ces problèmes. Eh bien, ils sont situés au large du Portugal, ici, et c'est cette dépression qui nous amène des vents du sud, en nous amenant donc des orages sur la côte atlantique. Si on regarde un tout petit peu plus loin, on s'aperçoit qu'une dépression est formée
sur Terre-Neuve et qu'ici se trouve un petit cyclone. Ces deux événements vont se rencontrer au milieu de l'Atlantique et nous amener du mauvais temps sur la France, mais ceci pas avant mercredi. Restons-en à demain et voyons notre carte plus précisément. Donc la tendance orageuse va nous arriver par le sud-ouest comme les jours précédents. Il restera encore quelques nuages dans le nord-ouest de la France, mais enfin rien de bien grave, avec quelques brumes matinales. En général, malgré tout, une très belle journée et toujours très chaud dans le sud. Du côté des températures, c'est assez simple. 28 degrés à Lille, 25 à Cherbourg, 24 à Brest. Ce sont des températures correctes. 28 à Dijon, vous voyez, c'est tout à fait convenable pour la saison. On dépassera probablement encore 30 degrés dans la journée de demain pour le midi. Demain, le soleil se lève à 7h32 pour se coucher à 19h57 et c'est la Saint-Nadège et c'est aussi l'époque de la nouvelle lune. Voilà, je vous rappelle le principal titre de cette édition, un nouvel attentat anti-israélien en plein Paris aujourd'hui, en plein après-midi. Il visait un diplomate, sa voiture a explosé, à moins que ce ne soit un cyclomoteur qui se trouvait à côté. 5 blessés graves et une quarantaine plus légèrement, parmi lesquels des lycéens du lycée Carnot qui se trouvait juste en face du lieu de l'explosion. Hervé Claude, vers 22h50, devrait vous en dire davantage. En tout cas, plus de problème rue de l'Élysée après la découverte d'un véhicule qui finalement ne semble plus suspect. J'aurai le plaisir quant à moi de vous retrouver demain soir à 20h. Bonne soirée à tous sur Antenne 2, si possible.